Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 6 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des campagnes de Joe Biden et de Donald Trump aux États-Unis. Les États-Unis où a eu lieu hier le Super Tuesday. Lors de ces primaires du Parti républicain, Donald Trump a remporté 12 États sur les 15 qui ont voté simultanément. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, Emmanuel Macron a appelé les alliés occidentaux à, je cite, « ne pas être lâches » face à une Russie devenue inarrêtable. Il a affirmé et assumé ses propos controversés sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, malgré le fait que la plupart des pays de l'OTAN se soient démarqués de ses propos. Macron a également signé un plan d'action bilatéral avec la République tchèque, montrant ainsi un engagement accru dans le soutien à Kiev et dans l'opposition aux actes de la Russie. Et à l'hôtel de ville de Paris et ses annexes, des perquisitions ont lieu dans le cadre d'une enquête sur un récent voyage controversé d'Anne Hidalgo en Polynésie. L'enquête menée pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics fait suite à une plainte de l'association AC Anti-Corruption. Plusieurs élus locaux ont également signalé des anomalies entraînant l'ouverture de l'enquête. Les perquisitions sont menées par la brigade de répression de la délinquance économique. La mairie a, quant à elle, affirmé que le déplacement était conforme sur le plan déontologique et se montre confiante quant à l'issue des investigations. Et plusieurs personnalités de droite ont critiqué l'affiche officielle des Jeux Olympiques 2024. La raison est qu'elle ne comporte ni drapeau français, ni croix sur le dôme des Invalides, et cela est considéré comme une négation de l'identité et de l'histoire du pays. En réponse à la polémique, l'artiste a déclaré que la représentation se voulait festive et surréaliste, sans arrière-pensée ni intention politique derrière le dessin. Et à Cachan, un lycée a été le théâtre d'une émeute après un blocus organisé pour dénoncer l'insalubrité de l'établissement. Environ 200 individus masqués ont bloqué l'entrée de l'établissement, incendié des poubelles et attaqué les forces de l'ordre. 2 véhicules de police ont été endommagés et au moins 2 agents ont été blessés. Des vidéos en ligne montrent des jeunes s'en prenant à des véhicules. La présidente de la Fédération des parents d'élèves du lycée a dénoncé ces actes comme des violences inacceptables. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être que le 19 décembre dernier, l'État du Colorado avait déclaré Donald Trump inéligible pour l'élection présidentielle américaine à venir. La raison avancée était le rôle supposé de Trump dans l'invasion du Capitole du 6 janvier 2021 par ses supporters. Ces derniers, croyant fermement en une manipulation des élections en défaveur de Trump, étaient alors allés réclamer justice. Mais en fin de compte, ce lundi, quelques heures seulement avant la plus grande journée de primaire de l'année, la situation s'est retournée. En effet, la Cour suprême des États-Unis a finalement statué, à l'unanimité, que les 50 États de pays ne peuvent pas retirer Trump des bulletins de vote. Et comme je le disais plus tôt, la décision est tombée juste à temps. En effet, mardi 5 mars, plus d'une douzaine d'États organisaient leur élection primaire, une journée particulièrement importante que les Américains appellent le Super Tuesday. Tout de suite, un point sur la situation. Le Super Tuesday, le nom officieux de la plus grande journée de vote de la saison des primaires présidentielles américaines. Le 5 mars, 15 États se sont rendus aux urnes. Plus d'un tiers des délégués républicains sont en jeu, ainsi qu'une part tout aussi importante des délégués démocrates. L'ancien président Donald Trump a abordé ces élections avec une avance confortable sur sa seule concurrente du Parti démocrate, l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley. Jusqu'à dimanche, Trump a remporté toutes les élections primaires auxquelles il a participé. Vous devez aller voter car nous avons besoin de grands nombres pour le 5 novembre. Nous devons leur faire savoir que nous sommes un train en marche, que nous allons de l'avant et que nous ne nous arrêterons pas. Du côté démocrate, le président Biden a été pratiquement choisi comme candidat du parti pour le mois de novembre. Il a remporté toutes les primaires jusqu'à présent, mais sa popularité auprès de certaines factions du parti vacille.
Son soutien à Israël lui vaut l'hostilité des jeunes progressistes. De nombreux électeurs s'inquiètent également de son âge. L'un des États surveillés lors du vote de mardi est la Caroline du Nord. Jusqu'à présent, les électeurs non affiliés à un parti ont largement préféré Haley à Trump. Pour de nombreux électeurs, l'immigration clandestine et l'économie ont été les principaux thèmes de ce cycle électoral. Je pense que l'immigration est une question clé pour la plupart des Américains à l'heure actuelle. Il y a le problème de l'immigration. Je pense aussi que le gouvernement est hors de contrôle. Et la criminalité est un autre problème. Ce sont les 3 grands problèmes. Les primaires se poursuivront jusqu'au début du mois de juin et les conventions n'auront lieu qu'en juillet pour les républicains et en août pour les démocrates. Alors, où en sont les intentions de vote? Il semblerait que la situation politique américaine soit en train d'évoluer de manière significative. En effet, de récents sondages suggèrent que le président Joe Biden pourrait être en train de perdre son avantage en termes de popularité face à son rival de longue date, Donald Trump. Les enquêtes d'opinion révèlent un changement plus profond dans la perception qu'ont les électeurs de ces deux hommes. Dans les sondages, Trump bénéficie même d'une cote de popularité supérieure à celle de Biden. Si cette tendance se confirme, cela pourrait avoir des conséquences majeures sur le paysage politique américain. Une inversion durable de la popularité en faveur de Trump serait susceptible de redistribuer les cartes en vue des prochaines échéances électorales. Et notamment, bien sûr, pour la présidentielle de 2024. Bien entendu, il convient de rester prudent et d'attendre de voir si ces résultats se confirment dans les mois à venir. Néanmoins, cette évolution mérite d'être suivie avec attention tant elle pourrait peser sur l'avenir politique des États-Unis. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et l'Ukraine a annoncé la destruction d'un navire de guerre russe en mer Noire, près de la Crimée annexée par la Russie, ainsi qu'une frappe contre un dépôt de pétrole russe à Belgorod, frontalier de l'Ukraine. Selon la marine ukrainienne, le patrouilleur russe Sergei Kotov a été détruit par une unité spéciale avec des drones maritimes, provoquant de sévères dégâts. Des images montrent un drone s'approchant du navire et l'explosion qui s'ensuit. Et en Haïti, le chef de gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a menacé le gouvernement haïtien de guerre civile et de génocide si le Premier ministre restait au pouvoir. Les bandes armées contrôlant en partie Haïti ont déjà annoncé leur opposition au gouvernement, orchestrant des attaques. Cherizier, ancien policier devenu leader d'une coalition de gangs, a appelé l'unité du pays, dénonçant une domination des riches sur les pauvres. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous emmener aujourd'hui en mer de Chine méridionale. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. De nouvelles tensions en mer de Chine méridionale. Un navire chinois a semblé prendre en chasse un bateau de ravitaillement philippin. Le bateau philippin apportait de l'aide aux pêcheurs près du haut fond de Scarborough. Une vidéo montre un navire chinois qui poursuit le navire philippin. Malgré la tentative d'empêchement, le bateau philippin a réussi à livrer son matériel aux pêcheurs philippins. La Chine revendique actuellement la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. En 2016, un tribunal soutenu par les Nations Unies a jugé ces revendications infondées. Le haut fond de Scarborough se trouve à seulement 241 km des Philippines, mais à plus de 880 km de la Chine. La semaine dernière, une barrière flottante a été déployée par les gardes-côtes chinois pour empêcher les bateaux philippins de pénétrer dans le haut fond. Le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., a déclaré lundi que son pays collaborerait avec la Chine, mais qu'il défendrait également sa propre souveraineté. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. Il a fait ces remarques lors d'une visite en Australie. La Chine revendique la mer de Chine méridionale comme son propre territoire, y compris une zone que les Philippins appellent leur zone économique exclusive. Chaque année, la mer de Chine méridionale est le théâtre d'échanges commerciaux d'une valeur de plus de 3 billions de dollars.
On survole la Chine continentale pour conclure. Le PCC a donné le coup d'envoi de ses grands meetings politiques annuels. C'est à cette occasion que le corps législatif et l'organe consultatif suprême de la Chine communiste se réunissent pour discuter des affaires de l'État, de l'économie à la défense. Pour la première fois depuis 1993, le Premier ministre chinois ne tiendra pas de conférence de presse à l'issue de la réunion. Les deux sessions sont surtout vues comme une performance politique, puisque les dirigeants du régime chinois prennent leurs décisions à huis clos. Toutefois, les experts ont l'habitude de surveiller les changements dans les discours des responsables du parti, car cela peut donner des indices sur l'orientation future du gouvernement. On verra ce que nous raconte ce grand meeting annuel. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un artiste français remarquable, Gustave Doré, né en 1832 à Strasbourg. Grand illustrateur et peintre français, est considéré comme l'un des pionniers de la bande dessinée. Dès l'âge de 5 ans, il montrait des talents artistiques exceptionnels. Son succès n'a cessé de croître avec notamment des illustrations de classiques littéraires. Sa maîtrise de l'illustration s'étendait à la Bible, aux contes de Charles Perrault, aux fables de La Fontaine et de nombreuses autres œuvres. En 1869, l'ouverture de la Doré Gallery à Londres, où étaient exposées ses œuvres, confirmait son importante notoriété. Il n'a cependant pas obtenu une pleine reconnaissance de son vivant. Gustave Doré s'est éteint en 1883 à Paris, laissant derrière lui un héritage artistique riche et incomparable. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.